Bonjour à tous. Envie de vivre. Et l'une des expressions de cette envie de vivre, eh bien, c'est à l'intérieur des camps, notamment celui de Gurs, la musique, l'art, la culture. Vous entendez là? Alors je reprends. Donc je dis que l'une des expressions de l'envie de vivre, de cette envie de vivre, c'est la musique, l'art, la culture dans les camps, qu'il s'agisse des camps d'internement, comme celui de Gurs, ou qu'il s'agisse des camps de concentration. La souffrance engendre des rêves comme une ruche ses abeilles. Au-delà de la beauté de ses vers, Louis Aragon exprime d'une manière symbolique toute l'envie de vivre des êtres humains enfermés dans des camps comme celui de Gurs, celui de Buchenwald et d'autres encore. Je voudrais donc tenter d'évoquer rapidement cette constante de l'histoire des camps, avant de laisser la place donc au piano et au chant qui exprimeront probablement beaucoup mieux que moi de l'intérieur cette envie de vivre. Alors, quelques mots sur Gurs, puisque tout le monde ne le connaît probablement pas, peut-être pas. Le camp de Gurs se situe à côté de Navarinx, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Pau. Il a connu deux grandes périodes dans son histoire, une période que l'on appelle la période des républicains espagnols et des membres des brigades internationales, à peu près 30 000 personnes qui ont été internées, exclusivement des hommes d'âge mûr. Ensuite, une deuxième période qui correspond pour l'essentiel à l'époque de Vichy, 40-44, c'est celle des Juifs étrangers, celle des Juifs allemands, autrichiens, polonais, tchèques, etc. Les Juifs d'Europe centrale, à peu près 30 000 personnes là encore, hommes, femmes et enfants. Notons que pour cette deuxième catégorie, pratiquement presque tous les internés qui ont été internés à Gurs à cette époque-là, donc, seront exterminés au cours des années suivantes. Mais Gurs n'était pas seulement un camp de souffrance et de misère, et on peut dire la même chose également de Noé, mais du Recébédou, près de Toulouse, de Nexon, etc. Gurs, c'était aussi un lieu de vie, où certaines personnes sont restées enfermées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Un lieu où on a pu pratiquer des activités banales, celles de la vie quotidienne, celles de tous les jours, se nourrir, se laver, etc. Mais aussi des activités plus exceptionnelles et qui prenaient peut-être toute leur signification au sein de cet internement. C'est-à-dire des rencontres, des amitiés, des rêves, des chansons, des amours. Sans doute pourrait-on en dire autant aujourd'hui d'un certain nombre de camps, de regroupements ou d'internements dans le Proche-Orient, en Asie, en Afrique, en Europe aussi. Et on retrouverait exactement les mêmes données, les mêmes caractéristiques, la même envie de vivre, le même vouloir vivre. Plus qu'ailleurs peut-être, on retrouve en effet dans ces camps cette envie de vivre qui se dilue parfois jusqu'à la caricature au sein de nos sociétés occidentales rassasiées. Rien n'exprime mieux ce vouloir vivre que la musique des camps. La musique des camps, c'est d'abord la musique des chansons, des chansonnettes, les choses les plus simples, celles que l'on reprend au passage en entendant la mélodie. Pour cette époque-là, c'est par exemple celle de Charles Trenet. Jamais on n'a entendu autant chanter par des Espagnols, des Allemands, des Autrichiens. Je chante de Charles Trenet, il y a de la joie. La musique des chœurs également. Et quand on parle des chœurs, on ne peut s'empêcher de penser à ces chœurs basques, puisque les Basques ont été parmi les tout premiers internés au camp. Et le chœur de Regino Sorosabal jusqu'à 200 choristes. Et ces chœurs, évidemment, attiraient pratiquement tous les internés de l'îlot. La musique des leaders, notamment les leaders de Schubert, de Brahms, surtout en 1941,
d'autant que cette musique était essentiellement jouée au violon, à la clarinette ou d'autres choses, enfin avec ces instruments précieux que les internés avaient voulu garder avec eux autour de leur pérégrination et dont ils n'avaient pas voulu se détacher parce que c'était peut-être l'objet le plus précieux qu'ils avaient en dehors des autres membres de leur famille. Et même la grande musique instrumentale en 1941, malgré des orchestres qui parfois pouvaient être réduits, et réduits surtout en instruments, avec quelques instruments, quelques violons, etc. Mais cette musique aussi a existé. On la retrouve pratiquement dans tous les camps. Au-delà de la musique, de l'art en général, la peinture, la sculpture, le dessin, les lettres, les poésies, tous ces échanges à caractère esthétique, donc, eh bien, on les retrouve dans cette population. Bien sûr, si l'on devait résumer l'internement à cela, on passerait complètement à côté des réalités, puisque la réalité des camps, notamment par exemple celui de Gurs, c'est l'insalubrité, la solitude dans l'exiguïté, le froid, la faim, la boue, les poux, les punaises, une hygiène souvent assez sordide, et puis l'angoisse permanente, et à partir de 1942, 1943, évidemment, la hantise des déportations. Gurs est un cas de malheur, c'est certain. On y survit plus qu'on y vit. Mais aussi, pour certains internés, ce fut le cas de la création artistique, de la création musicale, au point que parfois, certaines personnes qui circulaient le long de la route nationale qui longe le camp ne comprenaient pas, étaient étonnées, disaient « mais enfin, on les entend chanter, là ils sont à 30 mètres, 50 mètres de nous, on les entend chanter, mais qu'est-ce qu'on nous raconte là? On dit qu'ils sont malheureux alors qu'ils chantent merveilleusement bien. » Donc souvent c'était un contresens total qui était parfois ce qui a été souligné après par un certain nombre d'internés, notamment je pense à Rolian Casteron qui disait, alors je cite, « La musique nous a beaucoup soutenus pendant notre séjour à Gurs. De l'extérieur, les gens qui circulaient sur la route nationale longeant le camp pensaient que nous jouions pour notre plaisir, pour nous détendre. Ils ne comprenaient pas que la musique nous a aidés à surmonter les épreuves, nous a soutenus, nous a donné en partie ce que l'internement nous interdisait, l'espoir en quelque chose de beau. On est au cœur ici d'une des fonctions de l'art et de la musique. Dans quelques minutes, Mélina Burlot et Claire Baudouin vont nous interpréter des chants, des mélodies qui ont été créées, qui ont été jouées au camp de Gurs, composées au camp de Gurs. Elles vont nous faire revivre pour nous l'espace d'un instant après 80 ans d'oubli. Donc ces mélodies qui ont quelque chose à la fois de simple et vous verrez d'assez déchirant parfois, qui peuvent être légères également. Mélina Burlot, en effet, n'est pas seulement une pianiste virtuose que l'on connaît ici, une concertiste, professeure au Conservatoire de Toulouse. Elle mène parallèlement des études d'histoire, une thèse sur la musique au camp de Gurs, et elle a pu retrouver ainsi, un peu partout, notamment en Allemagne, un certain nombre de partitions totalement inédites. On en entendra quelques-unes ce soir. Et puis que Claire Baudouin, chanteuse, soprano, concertiste, chef de chœur, on a pu l'entendre à de nombreuses reprises. On l'a vu également sur de nombreuses scènes en France, en Allemagne, au Bundestag ou au Landtag, je ne sais plus, et ailleurs. Elle aussi enseigne au Conservatoire de Toulouse, a fondé une école de chant, a créé les rencontres autour de la voix. Nous les écouterons donc dans un instant. Alors revenons à 1939 et à l'époque des républicains espagnols de Gurs. Eh bien, pendant cette période, le camp est sous une administration militaire strictement organisée, avec des îlots spécialisés pour les Basques, pour les internationaux, pour les aviateurs, etc. L'emploi du temps est militaire, comme dans n'importe caserne ou prison, et cet emploi du temps est rythmé par les heures de la journée sont rythmées par la musique. Et c'est peut-être une des premières raisons de l'existence de cette musique à Gurs, rythmée par la musique. Mais cette musique, elle est souvent interprétée.
elle est interprétée par les internés eux-mêmes et elle a d'autres significations. Alors là, on trouve donc ces chœurs improvisés dont les répétitions sont très courues, chacun veut y aller. Et immédiatement, dès que l'on entend un groupe qui se met à chanter, les gens accourent, les gens se rassemblent et écoutent. Mais aussi tous ces chants improvisés à l'intérieur de la baraque, spontanés, sans raison, et qui se déclenchent ainsi, notamment le soir. Et puis, l'orchestre international d'Ebrard Schmidt. Alors non, on verra là encore. Et chaque fois qu'il répète, il est composé donc exclusivement en interné. Eh bien, il y a une énorme affluence. Même si Ebrard Schmidt était quelqu'un qui a attendu une profonde exigence sur le plan de la qualité des interprétations. Donc il ne s'agit pas simplement de répéter, il faut aussi chercher quelque chose qui corresponde au top. De véritables concerts sont aussi proposés dans les îlots et même à l'administration française. Et le concert le plus connu est sans doute celui qui a été proposé le 14 juillet 1939, c'est-à-dire exactement pour le 150e anniversaire de la prise de la Bastille. Et là, un certain nombre de personnalités étaient au camp, le préfet, le chef d'état-major de l'époque, Gamelin, etc. Et ces concerts ont été remarquablement appréciés, d'autant plus que ces concerts s'étaient soldés par la Marseillaise, par les hymnes. Et parmi ces musiques alors chantées par les internés espagnols et les républicains, il est important de voir que les hymnes nationaux sont très recherchés. Mais je veux dire que la Marseillaise, quand c'est chanté par des Français, c'est très agréable. Mais chaque fois que la Marseillaise a été chantée au camp à cette époque-là, à l'intérieur du camp, c'était toujours par des étrangers, et ça a une toute autre signification internationale, évidemment. La fonction de la musique pendant cette période, en 39-40, est donc alors de resserrer le sentiment de solidarité, privilégier la force du groupe. Mais c'est aussi de célébrer les luttes passées, les rappeler, mais célébrer également les convictions, les raisons pour lesquelles ces personnes, ces républicains, ces Européens ont souhaité s'engager. Donc la défense de la liberté. C'est aussi, évidemment, la fonction de mobiliser les cœurs, mobiliser les esprits, mobiliser les sentiments. Donc une fonction à la fois sociale, morale, mémorielle, dynamisante. Qu'en est-il en 1940-44, à l'époque des Juifs étrangers ? Eh bien, c'est surtout de cette période que Mélina et Claire vont nous parler, pas seulement, mais surtout de celle-là. Ce qu'il faut noter, c'est que pendant cette période-là, et pour ce qui est de Gurs et des camps d'internement en général dans la zone sud de la France, l'hiver 40-41 est un véritable naufrage. C'est vraiment le naufrage de cette politique de recevoir des étrangers dans des camps pour les mettre à l'écart, pour les exclure. Ils n'ont pas leur place dans la volonté de régénérer le pays que Pétain veut mener à marche forcée. Donc c'est un véritable naufrage au point qu'à partir du printemps 41, un certain nombre de mesures seront prises pour ouvrir d'autres camps, peut-être dans des meilleures conditions, mais pour éviter ce qui s'est passé à Gurs. Il suffit d'aller au camp, d'aller au cimetière du camp, et vous verrez que pratiquement les trois quarts, au moins les trois quarts des personnes qui reposent dans ce cimetière sont mortes fin 41, fin 40, début 41. Mais je veux dire que ces souffrances engendrées dans ce camp absolument sordide à cette époque-là, ont aussi stimulé la création artistique, la composition musicale, les chansons, les ariettes, les hymnes, les romances, l'envie de vivre à l'état pur. Ont stimulé ces soirées musicales qui, pendant l'été 41, étaient données dans les baraques de la culture. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses baraques de la culture du camp, que l'on peut retrouver également dans d'autres camps, à Noé, au camp des Milles, etc., à Rivesaltes. Baraques de la culture, c'est un terme assez prétentieux, assez pompeux, pour indiquer ces baraques qui sont des baraques exactement comme toutes les autres, mais qui viennent d'être désaffectées en raison de la baisse des effectifs internés.
Donc, pratiquement dans chaque îlot, l'une de ces baraques est affectée à des activités, et entre autres choses, donc, ces activités telles que les cours, les chants ou la poésie, enfin toutes sortes d'activités. Ce qu'il faut noter, c'est que ces baraques sont réputées pour être noires d'humidité, glaciales l'hiver et suffocantes l'été, parcourus par les rats. Pendant les concerts, ils se promènent sur les entrées, c'est-à-dire les parties supérieures donc, de la charpente, percées de trous, de gouttières, poussiéreuses, obscures, pleines de punaises, de puces, etc. Les premières sont ouvertes en mars 1941, notamment celle de Jeanne Merle d'Aubigné, volontaire de la CIMAD, puis ensuite celle du Secours suisse, celle d'Elisabeth Kasser, donc, et ensuite celle des autres îlots. Jeanne Merle d'Aubigné racontait qu'elle savait quand le violoniste, le concertiste très connu de l'époque, Fritz Brunner, premier violon du Philharmonique de Vienne, elle savait quand il venait parce que de loin, il sifflait la sonate de César Franck, et cette musique, c'était en quelque sorte le signal qu'il allait être présent. Ils sont organisés dans ces baraques des rencontres, des soirées musicales, des goûters, ce qu'on appelait les goûters de suralimentation des enfants. Ça veut dire en fait qu'on leur donnait du fromage. Le Secours suisse leur donnait du fromage. Des conférences, des cours, des chants. Lorsqu'ils ont survécu, les internés ont toujours affirmé que ces moments à l'intérieur de la baraque de la culture étaient, disait-il, des moments de pure lumière, des fragments de bonheur éthéré dans la grisaille angoissante de leur vie. La fonction de la musique est bien alors celle de refléter la vie, l'envie de vivre, et peut-être même parfois le plaisir de vivre. Se sentir un être humain, simplement se sentir un être humain comme les autres. Il y avait également quelques autres aspects de la vie artistique et culturelle au camp, je veux en dire quelques mots, et parce que je ne veux pas terminer ceci évidemment en évoquant que ce qui est domaine de la musique. Il y avait également au camp des sculptures, des statues, des monuments, qui étaient pétris dans la glaise du camp. Alors ça, c'est surtout l'été 1939, puisque cette glaise du camp, qui était terriblement argileuse, présentait au moins un avantage, c'est qu'on pouvait les pétrir. Ces statues célébraient les combats passés ou les grands anciens révolutionnaires, Spartacus, Lénine, Zapata, mais aussi célébraient la liberté, la République, l'ouvrier, le paysan, le travail, les héros républicains espagnols, Garcia Lorca, Durruti, Marianne. Ces œuvres éphémères sont des œuvres qui finalement ont disparu avec les premières pluies de l'automne, mais elles sont visiblement un symbole de résistance, et pour prononcer un mot tout à fait galvaudé aujourd'hui, un symbole de résilience. Parfois, ces statues étaient tout à fait remarquables, d'autres étaient beaucoup plus simples. Et puis, il y avait aussi les poésies. On va en entendre quelques-unes. Textes souvent très simples dans toutes les langues, mais témoignages souvent assez déchirants, hymnes à la vie, parcourus par la volonté de sublimer les épreuves de l'internement et du malheur. Leur sincérité, leur authenticité, puisqu'on parle d'espoir, de rêves plus ou moins perdus, vous verrez, sont également très fortes, très touchantes. Et puis il y avait cette incroyable troupe d'Alfred Nathan, on va en parler encore, avec ses musiciens, ses danseurs, ses chanteurs d'opérette, qui à certains moments chantaient en appelant leur concert d'un soir « Mieux vaut en rire ». Eh bien, chantaient des extraits de La Veuve Joyeuse, des contes d'Hoffmann, enfin, d'un certain nombre d'opérettes avec tout ce qu'elles peuvent avoir de fort et de vigoureux. Et puis, aussi, il y avait ces cours, ces conférences à toute heure de la journée, au point que l'on a pu parfois parler de l'université de Gurs, au premier sens du mot université, c'est-à-dire mettre ensemble tout ce que l'on a, tout ce que l'on sait, toutes ces techniques, tout son savoir. Donc, cette université de Gurs. Bien sûr, la religion aussi.
toujours présente, toujours présente. Même si elle a été beaucoup plus présente à l'époque juive qu'à l'époque des républicains espagnols. Mais elle prend ici toute sa signification, puisqu'elle permet de réconforter, de transcender, d'élever, de sublimer. La ferveur des cérémonies a toujours beaucoup frappé les rabbins, qui disaient « on n'a jamais vu une telle ferveur, une telle audience, un tel contact au cours des cérémonies que l'on avait l'habitude de faire auparavant dans nos synagogues ». Qu'il me soit permis de dire aussi quelques mots de la sexualité. La sexualité débridée des camps, hier comme aujourd'hui, peut-être parce que c'est une des rares choses agréables qui peut rester pour des personnes auxquelles on a pratiquement tout enlevé de ce qui peut être agréable, peut-être aussi parce que c'est quelque chose que l'on voit. Il est très difficile de se cacher, même si parfois les couples se retrouvaient le soir dans des îlots désaffectés, dans les hautes herbes. Mais on peut penser que la sexualité, donc, est peut-être autant développée parce qu'elle touche aux ressorts les plus intimes de la vie et même aux sources mêmes de la vie. Sans oublier le spectacle de la chaîne pyrénéenne, la prodigieuse beauté des Pyrénées. Quand on est à Gurs, on voit surtout le Gabizons, le Cesque, l'Agny. Donc, et ce spectacle a parfois aidé un certain nombre de personnes à transcender leur souffrance. Laure Schindler-Lénine, qui était internée à cette époque-là et qui avait à peu près 8 ans, avait une amie, Martha, et quand elle n'était pas bien, quand elle était souffrante, quand elle n'était pas bien, elle disait à son amie Martha, « Allez, viens avec moi, allons nous réfugier sur notre sommet là-bas. » Je pense que ça devait être le Gabizons, on le voit. « Allons nous réfugier sur notre sommet. Tu verras, on sera bien sous les étoiles. On sentira le vent dans nos cheveux. On oubliera toutes nos souffrances. Tu verras, on sera bien. » Et elle ajoutait, « Et après, eh bien, on était un peu mieux. On pouvait retourner dans nos îlots. On s'était un peu reconstitué. » L'envie de vivre traverse toutes les catégories des internés du camp. J'ai envie de dire qu'elle s'extravase de 1000 façons dans ce camp et dans les autres camps. L'art, la culture, la religion comptent certainement parmi les ressorts les plus forts de la survie de ces camps. Ici, il est évident que l'art, la culture, ce ne sont plus des marchandises, comme on peut l'observer parfois aujourd'hui, mais il s'agit bien de la force de vie, de l'amour de la vie. Alors pour terminer, je veux dire que l'art, la culture et la musique, évidemment, n'ont pas protégé de l'extermination. Elles n'ont pas empêché la Shoah. Mais à l'intérieur de l'internement des camps français, elles ont incontestablement aidé des hommes, des femmes, dans les conditions les plus cruelles. Elles les ont aidés à résister, au premier sens du mot résister, résister aux souffrances et aux épreuves de la vie. Elles ont soutenu des milliers d'hommes et de femmes dans leur combat pour sauvegarder leur dignité, leur humanité. C'est un honneur d'être sur Terre et de pouvoir rester debout. C'est pourquoi, dans l'actuel projet de valorisation du camp, le Conseil scientifique international que j'ai l'honneur de présider avec un certain nombre de chercheurs qui viennent d'un peu partout, de France évidemment, mais aussi de Londres, de Heidelberg, de Harvard, de Princeton, de Pampelune, de Saint-Sébastien, etc. Eh bien, on a choisi de privilégier 2 grands axes dans cette valorisation du camp. L'un, l'art et la culture, et l'autre, l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire la leçon, si l'on peut dire, que l'on peut tirer de tout cela. Les camps d'internement, de concentration, Gurs, furent des lieux de souffrance et de mort. Ils comptent aussi parmi ces endroits où la dignité sublimée des victimes s'est le mieux exprimée, où l'envie de vivre s'est le plus ouvertement affichée à tout moment, où des hommes et des femmes ont lutté tout simplement pour rester humains. Le simple amour de la vie. Place maintenant à Mélina Burlot, à Claire Baudouin et à la musique de Gurs.
La musique a survécu dans les camps, en dépit de conditions inhumaines. Même dans l'antichambre de la mort, du camp d'internement de Gurs au camp de concentration de Ravensbrück, Theresienstadt ou Auschwitz. Le mépris de l'être humain, la violence et même la torture n'ont pas réussi à anéantir les chants de révolte et d'espoir. L'art s'est érigé comme rempart contre la barbarie, comme un ultime refuge, un moyen de résistance, un espace de transcendance. Hannah Schramm témoigne de la force de l'art derrière les barbelés. Les ténèbres, le froid et la faim faisaient surgir de tous côtés, comme une protestation puissante, l'activité artistique. L'être humain souffrant tendait ses forces à l'extrême pour affirmer son existence. La voix des internés, qui s'élève à travers les textes et les chants que vous allez entendre, sont les témoins ultimes de leur volonté de vivre et de survivre. Redonner vie à ces œuvres pour garder le souvenir de ces femmes et de ces hommes internés, condamnés, exterminés, est une mission. Car comme le disait Elie Wiesel, les oubliés seraient les condamnés une seconde fois. Schön ist diese Welt für viele, einiges bei ihnen glatt. Doch daneben gibt's auch andere, die haben dieses Leben nicht satt. In den Basspyrenäen gibt's einen Ort, wo Baracken noch stehen. Doch kein Baum steht dort, dort muss nur der hinein, der kein Recht hat, auf der Welt zu sein. Und wer den Ort betrat, den trägt von der Welt ein Stachel dort. In den Basspyrenäen, da hält man Wacht über jeden der Ärmsten, der nicht mehr braucht. Doch wärst du heut ein Fremder, nein, scheiter dir's. Es gibt Verdammte nur im Camp de Gurs. Alle machten sie einst Pläne, und sie hielten sich dann fest. Aus den Plänen wurden Tränen, weil sich das Leben nicht zwingen lässt. In den Basspyrenäen gibt's einen Ort, wo Baracken noch stehen, doch kein Baum steht dort. Dort muss nur der hinein, der kein Recht hat, auf der Welt zu sein. Und wer den Ort betrat, den trägt von der Welt ein Stachel dort. In den Basspyrenäen, da hält man Wacht über jeden der Ärmsten, der nicht mehr
Parmi les 20 000 réfugiés de la guerre d'Espagne internés au camp de Gurs, on trouve des musiciens espagnols et basques qui, malgré l'exode à travers les hauts sommets des Pyrénées, n'ont pas su renoncer à leur instrument de musique, préférant se passer d'un manteau ou d'une couverture. Ainsi, Julián Casterón, musicien basque interné à Gurs, décrit l'importance de l'activité musicale durant la période espagnole du camp. Voici ce qu'il dit. Les Basques, mais aussi les internationaux, avaient leur orchestre d'une douzaine de membres avec guitare, mandoline, trompette, saxophone, clarinette, tous ces instruments emportés d'Espagne, et leur chef d'orchestre, Regino Sorozabal, compositeur et directeur de l'Orphéon de Madrid. Cet orchestre fêtait tous les événements, rythmait les départs, les corvées, les chants. Un musicien roumain, membre des brigades internationales, témoigne du rôle de la culture à Gurs. Avec cette arme, la culture, nous avons réussi à fortifier notre unité, notre solidarité. C'était le commencement. Beaucoup d'autres soirées musicales ont suivi, où des milliers d'hommes écoutaient dans un silence plein d'émotions. Poème de Manuel García Sesma, dédié à Regino Sorozabal, en souvenir de la soirée musicale célébrée dans la baraque 11 de l'îlot A, le 24 novembre 1939. Authentique paso doble espagnol, dans le camp boueux de Gurs. Fugue joyeuse de mon cœur sur un poulain de lumière vers le beau jardin de l'illusion, de l'ancienne Ibérie, de ma terre bien-aimée. Un paradis d'or, d'écarlate et de bleu. Une violente nostalgie de l'Espagne, clouée aussi solidement qu'un poignard d'acier dans les profondeurs de nos entrailles. Voix sans son, voix mystérieuse, de la mère, de la sœur ou de l'épouse. Voix des fils venus de loin pour franchir le mur des Pyrénées et déchirer nos cœurs comme les griffes de lions affamés. Authentique paso doble espagnol dans le camp boueux de Gurs. Joyeux triomphe de notre clan fanfaron, dansant un fandango andalou traditionnel, en tapant des talons d'un geste arrogant sur le couvercle de son propre cercueil.
Le destin de la pianiste Liselotte Rosenthal lui fera traverser les camps d'internement français de Gurs, Breims et Drancy avant de l'emporter vers Auschwitz-Birkenau le 19 août 1942. La musique qu'elle a pratiquée dans les camps et l'amour qu'elle a porté à Rudolf Lewandowski, qu'elle a rencontré au camp de Gurs, lui ont donné la force de garder espoir jusqu'au bout. Les lettres et les poèmes qu'elle adresse à Rudolf nous sont parvenus grâce à l'ouvrage de Beat Karlsfeld, dont nous citerons les mots de son épilogue. Liselotte ne disposait que d'un porte-plume pour vaincre la mort et faire savoir au monde qu'elle avait vécu et aimé. Son poème « Les deux faces de la vie » illustre sa foi inébranlable en la vie. Tu vas dans la vie empli de rêves, mais la réalité s'abat sur toi. Tu voudrais te baigner dans l'or pur, mais la médiocrité te détourne de la lumière. Garde le silence et sache qu'autour des ombres, il y a la lumière et le merveilleux. Mais peu importe ce qu'à chaque instant t'offre la vie. Saisis-le, ressens-le et prends-en le meilleur. Über die Berge fahrt die Fahrt.
Malgré les conditions de vie effroyables des internés, dans la misère du quotidien, l'art a eu raison du désespoir et de l'horreur. Même la satire, le rire et l'autodérision ont gardé une place dans le monde des camps et des ghettos. Ainsi, Alfred Nathan, dit Peter Pan, créa une troupe de cabaret célèbre dans les camps français. Un interné écrit « Ce qu'un phare signifie pour un marin dans un océan déchaîné, Peter Pan l'était pour nous dans les camps d'internement français. » Et Heini Wallfisch, comédien de la troupe de Nathan, écrit « Nous avons porté la joie et la lumière à des milliers et des milliers de spectateurs. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. » Au-delà de la valeur musicale incontestable de ces soirées, c'est la faculté de rire et l'autodérision qui frappe. Comme un rempart contre la douleur de leur vie, l'humour est un exutoire. Ces programmes étaient faits de chansons, d'intermèdes musicaux, de musique classique, de danse et d'airs d'opérette. Ils permettaient aux détenus d'oublier un moment l'horreur du quotidien et de s'évader dans le rêve d'un passé immaculé. Elie Wiesel soulignait le fait que si on nous avait retiré la faculté de rire de nous-mêmes et des autres, il ne serait vraiment rien resté de nous. Là où germent l'horreur et la détresse, naissent en contrepartie l'entraide et l'amour. Cette lueur d'espoir s'érige comme une forme de victoire. Elsbeth Kasser, surnommée à juste titre l'ange de Gurs, fait partie de ces personnes, ces héroïnes, qui dans les pages les plus sombres de l'histoire brillent comme une étoile d'espoir dans un océan d'horreur et nous aident à garder foi en l'humanité. Cette infirmière du secours suisse est l'incarnation de la volonté d'aider à vivre et à survivre.
Rolf Weinstock, dans ses mémoires, se souvient plein de gratitude d'Elsbeth. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle a sauvé la vie à des milliers d'internés. Jour et nuit, par tous les temps, elle était en route pour apporter la nourriture aux malades et aider là où elle pouvait. Avec sa baraque, elle avait créé au milieu du désert un îlot de bonheur. Aussi, Elsbeth Casseur avait inscrit sur sa baraque surnommée « l'as de cœur » le proverbe suivant. « Mieux vaut allumer une bougie que de se plaindre de l'obscurité. » Elsbeth Casseur a su transmettre aux enfants la joie de vivre, même derrière les barbelés de l'horreur, en leur offrant la culture comme refuge. J'ai vite senti que les enfants avaient besoin d'étudier, besoin de langues étrangères, car ils espéraient pouvoir émigrer. J'ai donc, sans hésiter, fondé une école en 4 langues. Et après le petit déjeuner, on faisait la classe en polonais, en français, en allemand et en espagnol. Il a fallu quelques semaines pour que les tables arrivent, que les bols arrivent et que je puisse donner à chacun la même ration. J'ai vite constaté que les adolescents souffraient plus de la faim que les enfants et qu'ils n'avaient plus de but. J'ai donc essayé de planter un potager. Il fallait trouver les outils. J'en ai obtenu par d'autres organisations et très vite, tout ce terrain est devenu un beau jardin. Les gens me croyaient folle. On ne va pas passer notre vie ici, tout de même. Mais les premières fleurs se sont ouvertes. Les premières pommes de terre ont poussé. Les petits pois. C'était une grande joie. Ensuite, on a transformé les barils de lait en poudre en instruments de musique. J'ai trouvé des cordes à oloron. Le bois pour les touches, on l'a volé dans les charpentes. Et voilà qu'on a eu un orchestre de 12 instruments. Et chaque matin, on chantait des chansons. On oubliait qu'on était dans un camp. Les enfants exultaient, ils étaient contents. Et même quand il pleuvait et qu'ils étaient tristes, je leur racontais des histoires. Ces histoires qu'on raconte partout quand il pleut, même quand il pleut ailleurs. Und der Regen rinnt. Ich denk im Dunkeln an dich, mein Kind. Hoch sind die Berge und tief ist das Meer. Mein Herz ist müde und Sehnsucht schwer. Und den Regen rinnt. Warum bist du so fern? Nicht Leid und Elend sehen, sollst du nicht auf steinigen Gassen gehen. Und den Regen rinnt, hast du mich nicht Ilse Weber, poétesse, musicienne et compositrice d'origine tchèque, est déportée
en 1942, au camp de concentration de Theresienstadt, avec son mari et son fils, Tommy, âgé de 8 ans. Elle s'engage au sein du camp comme infirmière pour les enfants. Durant les longues nuits, elle écrit des poèmes, des histoires pour les enfants et compose des chants pour échapper à l'horreur du quotidien. Le matin, elle livrait ses vers et ses mélodies aux enfants malades pour tenter d'apaiser leurs souffrances et leurs angoisses. Ilse cherchait par l'art, par la musique et la poésie à apporter un peu de réconfort aux internés et en particulier aux enfants. Elle chantait en s'accompagnant à la guitare. Elle apprenait les chants aux enfants et leur apprenait même quelques accords de guitare. Ilse accompagna volontairement les enfants de l'hôpital jusque dans la mort. Le 6 octobre 1944, elle fut exterminée avec son fils et ses enfants de l'hôpital. Son envie de vivre et de survivre au travers de la musique l'accompagna jusqu'aux portes de la mort. Des détenus rapportèrent qu'elle chanta Vigala, sa berceuse, avec les enfants de Theresienstadt jusque dans les chambres à gaz. Vigala, Vigala, Weihe, der Wind spielt auf der Leihe, spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Vigala, Vigala, Weihe, der Wind spielt auf der Vigala, Vigala, Welle, der Mond ist die Laterne, steht am dunklen Himmelszelt und schaut nieder auf die Welt. Vigala, Vigala, Welle, der Mond ist die Laterne. Vigala, Vigala, wie ist die Welt so still? Es stört kein Laut, die süße Ruhe. Schlaf, mein Kindchen, schlaf, ach du.